à partir de leurs préoccupations. Le travail, son contenu, ses finalités, ses conditions, sa rémunération. Comme moi, vous avez toutes et tous remarqué qu'il y a un grand tabou, un immense non-dit, un secret encore plus fort que le secret de famille dans ce pays. Ce mystère a un nom, il s'appelle nos salaires. Des salaires que le gouvernement n'a pas jugé utile de faire figurer à l'ordre du jour de la conférence sociale en juin dernier. Une conférence que l'on dit sociale sans mettre la question des salaires à l'ordre du jour, il fallait oser. Oui, aussi incroyable et invraisemblable que cela puisse paraître, ils l'ont fait. Eh bien, à la CGT, ensemble, faisons l'inverse sur cette question centrale. Ils veulent le silence, alors faisons du bruit le 10 septembre prochain, qu'ils augmentent les salaires. C'est le cœur, c'est le moteur. C'est d'abord socialement juste et bon pour l'économie de notre pays. Augmenter les salaires, je l'ai dit, c'est un besoin vital. Comment vivre aujourd'hui avec des salaires autour du SMIC et souvent même en dessous à cause des temps partiels imposés? Les femmes, les jeunes en savent aujourd'hui encore quelque chose. Comment faire lorsque le loyer représente souvent plus du tiers du salaire? Les jeunes, en particulier confrontés à la précarité et aux petits salaires, ils cumulent les deux phénomènes, ont les pires difficultés pour se loger correctement. Le salaire, c'est aussi et surtout la reconnaissance de notre travail. Ils utilisent notre force de travail, nos savoir-faire et ne veulent pas reconnaître notre travail. Eh bien, affirmons-le très fort. Il faut un salaire minimum d'embauche, un SMIC à 1 700 €. À partir de ce salaire minimum d'embauche, pour un salarié sans qualification, reconstruisons partout, dans toutes les professions, des grilles salariales qui tiennent compte des qualifications. Partout aussi, nous devons permettre des évolutions de carrière. Il n'est plus tolérable aujourd'hui qu'un salarié reste durant toute sa carrière professionnelle au même indice ou quasiment au même niveau de qualification. Non seulement ce n'est pas tolérable, mais c'est contre-productif. À qualification égale, un salarié doit voir sa rémunération doublée entre le début et la fin de sa carrière. C'est notre repère revendicatif commun. Enfin, l'augmentation des salaires est la condition d'une sortie progressiste de la crise. Nous voulons à nouveau l'affirmer. Nos adversaires, d'ailleurs, n'arrêtent pas de répéter que cette crise aurait éclaté en 2008 comme une crise financière qui serait devenue une crise économique, puis une crise sociale, puis une crise budgétaire. C'est faux, c'est exactement l'inverse et nous le démontrons. C'est parce que le travail n'a pas été assez rémunéré qu'il y a eu une crise financière. Au lieu de payer le travail, les entreprises ont gavé les actionnaires. La finance a ainsi spéculé et créé cette crise financière. La sortie progressiste de crise ne peut passer que par la revalorisation du travail et pour cela, il faut d'abord et surtout augmenter les salaires. Sur ce terrain, nous sommes évidemment en opposition frontale avec le patronat. Il faut dire aussi que le gouvernement lui donne, dans cette période, un bon coup de main. Quelques heures avant la conférence sociale, la ministre Maryse de Branchu a annoncé pour la 4e année consécutive le maintien du blocage du point d'indice qui sert de calcul des salaires dans la fonction publique. Certains, et peut-être même certains d'entre nous, y ont vu une maladresse. Non, c'était très clairement
un signe envoyé au patronat et au monde de la finance. D'ailleurs, dans la foulée, il n'y a pas eu de coup de pouce au SMIC en juillet, malgré l'urgence sociale. Pour faire passer la pilule, le gouvernement a promis une mesure d'urgence, un petit coup de pouce le 1er janvier prochain pour 2 400 000 agents de la catégorie C, payés juste au niveau du SMIC. Le 26 juillet dernier, la même Maryse Lebranchu évoquait une hausse de 20 à 30 euros par mois, soit au mieux 1 euro par jour. C'est tout simplement indigne, après 4 années consécutives de blocage des salaires. Il y a 6 mois, je le rappelais un instant à la conférence de presse, j'ai interpellé le président de la République pour qu'il y ait un débat en France sur la façon dont sont réparties les richesses produites par le travail. Il nous a, c'est le moins qu'on puisse dire, renvoyés dans nos cordes. Et il a suffi que Gattaz le demande à l'université d'été du MEDEF pour que le ministre de l'Économie et des Finances lui promette une concertation, c'est décidément un mot très à la mode, sur la baisse du coût du travail, c'est-à-dire sur la baisse de nos salaires. Mais il va bien falloir dans ce pays parler des questions essentielles avec ou sans Gattaz. Quelle part va la rémunération du travail dans sa globalité, y compris la protection sociale? Quelle part va à la rémunération du capital? Quelle part va à l'investissement productif? Nous le voyons bien, le rapport de force qui nous oppose au patronat. Pour le contrer, pour l'enfoncer, il faut l'unité du salariat et de ses organisations syndicales. Elle est aujourd'hui indispensable. Aucune organisation syndicale ne peut prétendre à elle seule défendre les intérêts des salariés. L'unité syndicale est difficile, c'est, nous le savons aussi, les plus anciens d'entre nous le savent encore mieux que nous, un combat permanent. Nos conceptions, nos pratiques, nos histoires sont différentes. Il demeure que les salariés veulent l'unité, les luttes menées cet été nous le prouvent encore. Regardez encore Pierre Gattaz, élu à la tête du MEDEF début juillet. Dans les jours qui ont suivi son élection, les heures presque, il a constitué sa direction avec tous ses anciens concurrents. Qui pourrait être assez naïf pour penser qu'il s'agit là d'un hasard? Chez ces gens-là, le sens de leur intérêt commun est beaucoup plus fort que tout le reste. Ils se sont tout de suite rangés en rang serré. Le patronat entretient, lui, toujours la division des salariés, mais il n'y a pas deux camps parmi les organisations syndicales, celles qui seraient prêtes à tout accepter et, de l'autre côté, ou en face d'elles, ce qu'ils appellent les contestataires. La réalité est bien différente de cela. Les sujets d'accord entre les organisations syndicales sont bien plus nombreux qu'il n'y paraît. Le fait que 4 organisations syndicales appellent à manifester ensemble le 10 septembre prochain est un point d'appui solide. Cela donne du souffle à l'action et n'empêche nullement la CGT de prendre ses propres responsabilités. Les salariés aspirent à l'unité. L'unité peut, nous le savons, s'élargir. La CGT sera toujours disponible pour la construire inlassablement, y compris avec les organisations de jeunesse comme nous le faisons en ce moment. Mes chers camarades, j'ai parlé d'un tabou tout à l'heure. Il y a aussi un autre sujet qu'il faudrait mettre sous le tapis pour le patronat et le gouvernement, après les salaires, c'est l'emploi. D'ailleurs, il a subi le même sort que les salaires lors de la conférence sociale. Pas d'inscription des questions d'emploi à l'ordre du jour. Pour le gouvernement, c'est cacher ce sujet que je ne saurais voir. Nous connaissons pourtant toutes et tous la situation. Depuis 27 mois, ce sont les mêmes sinistres annonces. Nous sommes
largement au-dessus des 5 millions de chômeurs officiellement recensés, toutes catégories confondues et outre-mer compris. Et encore, ce sont les chômeurs recensés. Les responsables viennent d'ailleurs de découvrir une nouvelle catégorie statistique. Décidément, ils en inventent tous les jours. Comme d'habitude, ils en ont fait un sigle. Le sigle, c'est NEET. Ne comptez pas sur moi pour vous donner les mots en entier, c'est bien sûr en anglais. Ces jeunes, donc, ce sont des jeunes de 15 à 29 ans qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en stage, et que l'on dit découragés et motivés. Eux, ils les découvrent, nous les connaissons depuis longtemps, ces jeunes. Nous connaissons leur parcours. Ils quittent l'école, dans le meilleur des cas, ils restent à la maison, puis ils passent par la mission locale, ils galèrent, quelquefois disparaissent. Si au moins Bruxelles découvrait cette catégorie de jeunes pour lui donner du travail, pas du tout. Si cette catégorie intéresse Bruxelles, c'est avant tout parce que de savants calculs ont révélé qu'ils ont, entre guillemets, coûté, je cite, 153 milliards d'euros aux États européens. C'est eux qui le disent, le non-travail coûte. Pour une fois, le mot est bien utilisé. Le coût du chômage est même exorbitant, à commencer pour les privés d'emploi eux-mêmes. Le capital coûte, le non-travail coûte. Le travail rapporte, seul le travail est producteur de richesse. Faut-il rappeler que s'il y a du chômage, c'est qu'il n'y a pas assez d'emplois. Alors, agissons sur l'emploi, sur la création d'emplois stables et de qualité. Une politique de l'emploi n'est pas une politique d'accompagnement du chômage. C'est une évidence, mais cela fait toute la différence dans les politiques suivies ou à suivre. 27 800 emplois ont encore été détruits dans le secteur marchand non agricole durant le deuxième trimestre 2013. Il avait déjà diminué de 8 300 au premier trimestre. L'emploi a diminué dans tous les secteurs, dans l'industrie, dans la construction et dans le tertiaire. Concrètement, ce sont donc moins de salariés qui sont au travail. C'est aussi de la richesse qui n'est pas créée, des cotisations qui ne rentrent pas et des chômeurs supplémentaires. C'est à ce niveau qu'il faut agir, à la fois sur la création d'emplois et sur la qualité de l'emploi. Vous avez remarqué, comme moi, que les préoccupations gouvernementales sur ces questions sont ailleurs. Il y a beaucoup de déclarations, de déplacements, dont le thème est en apparence l'emploi. Mais le véritable sujet pour le gouvernement, c'est la recherche, un peu pathétique d'ailleurs, d'une diminution des chiffres du chômage. En lieu et place d'une politique de l'emploi, nous avons une politique de gestion des chiffres du chômage. Deux outils tiennent lieu de politique. Les emplois d'avenir, bien à la peine pour arriver aux 100 000 promis, et, à plus longue échéance, les contrats de génération. Nous avons en effet un président bricoleur, vous l'avez remarqué, il a sa boîte à outils. Je ne peux évidemment pas lui donner de conseils. Pourtant, la situation de danger imminent et d'urgence m'y contraignent. Ma connaissance de certains outils m'y oblige aussi. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, les outils sont nécessaires pour travailler, mais faites très attention. De mauvais outils peuvent gravement blesser les autres, mais aussi ceux qui les utilisent. Au total, l'ensemble des contrats aidés, contrats d'avenir compris, s'élèverait à plus de 540 000 à la fin de l'année. Ces contrats aidés viennent s'ajouter aux autres exonérations fiscales et sociales dont bénéficient les entreprises, au crédit d'impôt compétitivité emploi, au crédit impôt recherche. Nous sommes donc bien loin d'une politique de l'emploi. Il ne s'agit que de soins palliatifs au manque d'emploi. C'est beaucoup mieux, bien évidemment, que rien pour les personnes, mais c'est toujours la précarité et de très faibles salaires.
Disons-le franchement, les emplois d'avenir ne peuvent pas être l'avenir de la jeunesse. Nous voulons vivre dignement.